Bienvenue dans Faut qu'on en parle, la suite. Soyez les bienvenus dans cette émission Faut qu'on en parle, la suite. On se retrouve après ces 2 heures de débat pour 20 minutes de bonus afin de prolonger la discussion et de vous dévoiler les coulisses de votre émission. Nous avons abordé ce sujet crucial qui vous a interpellé, les troubles alimentaires. Nos invités en plateau ont partagé leurs expertises, leurs témoignages et des conseils précieux sur ce problème de santé majeur qui touche de nombreuses personnes. Mais dans Faut qu'on en parle, la suite, ne manquez pas les coulisses de l'émission, les réactions hors antenne et tout ce qui n'a pas été dit. Alors bien sûr, on ne se change pas le duo, je suis toujours en compagnie de Luc, mais aussi de tous nos invités. Alors pour ce Faut qu'on en parle, la suite, un petit tour de table sur un sujet qui n'a pas été abordé, un mot qui manque. Perrine, pour toi, qu'est-ce qui manquait à cette émission ? Quel sujet on va pouvoir dévoiler et parler ? Alimentaire, c'est un sujet qui est extrêmement vaste. Je pense qu'on pourrait en parler encore pendant des heures et des heures, parce qu'en plus, c'est tous un peu nos cœurs de métier. Donc forcément, on pourrait ne pas tarir sur le sujet. Moi, je voudrais juste faire un petit bémol pour ma partie. Il y a un stade normal dans le développement alimentaire de l'enfant, c'est la néophobie alimentaire. C'est-à-dire qu'un enfant, à partir de 2 ans, on commence à s'opposer un peu naturellement à non, ça je veux pas, ça je mangerai pas, et non, et non, et non. C'est la phase magique du 2 ans. Ça peut perdurer jusqu'à 6 ans. C'est normal. Par contre, ce qu'il faut pas, c'est se résoudre et ne plus proposer de nouvelles choses à l'enfant. Si par contre ça perdure au-delà de 6 ans, là bien évidemment on s'affole, on s'affole pas parce qu'il y a rien de dramatique, mais en tout cas on va chercher conseil, on va consulter. Mais voilà, il y a des phases qui sont plus ou moins faciles dans l'abord alimentaire, donc voilà, il y a des phases un peu critiques, mais voilà. Sophie ? Alors, on parlait tout à l'heure de la bigorexie musculaire, qui est en fait une focalisation sur les muscles et la prise de masse musculaire qu'on rencontre de plus en plus. Alors là, pour le coup, ça touche quand même plus les hommes que les femmes, parce qu'ils veulent ressembler à paraître plus viril, plus masculin. Et il y a c'est toujours une problématique de rapport au corps où il y a de plus en plus de sport, de plus en plus de prise de produits pour des anabolisants et autres pour prendre de la masse. Et donc c'est en pleine expansion. Cécilia ? Il y avait une pathologie dont on n'a pas parlé, c'est l'orthorexie. Donc, L'orthorexie, ouais. C'est plutôt une pathologie du choix de l'alimentation, toujours le plus sain, le meilleur pour l'organisme. C'est à l'inverse, finalement, de peut-être ce dont on a déjà parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est quelque chose que moi, je traite moi. Je dois avouer à mon cabinet, l'orthorexie. Oui, l'orthorexie, alors c'est vrai qu'en tant que diététicienne, du coup, j'interviens puisque j'ai des patients qui m'excluent tout. Et du coup, on arrive dans une alimentation qui est carencée. Voilà, comme en début d'émission, moi je mange pas de gras. Si, il en faut du gras. Parce que moi je dis toujours, le gras c'est la vie. Là, ça pose vraiment problème, clairement. Oui. Donc, c'est des gens qui arrivent dans ton cabinet, des fois, qui disent, moi, le gras, j'en veux plus du tout, zéro graisse, mais zéro liquide. ils font attention, pas de gras. Et beaucoup, non, moi je réduis en protéines. Et par contre, ils mangent des glucides. Je dis, mais non, votre corps, il a besoin de protéines. Par contre, il n'a pas forcément besoin de glucides par rapport à votre mode de vie. Donc là, c'est tout le contraire. Et je me souviens justement d'un jeune qui était puisque quand on est ado, on se construit en opposition à ses parents, où la maman, elle était exactement dans un contexte un comportement orthorexique, où il fallait pas de gluten, où il fallait pas de ceci, et lui, il se jetait dans le gluten, et il se jetait dans tout ce que sa maman, elle se limitait, quoi. Ah oui, carrément. Ouais. Sophie, un sujet qui n'a pas été abordé ? Je réfléchissais en écoutant parce que finalement il y a des choses qui ont été complétées là. Ça va être peut-être plus de manière transversale. Tout à l'heure, on évoquait l'impact de l'activité sportive comme étant un moyen de prévention de l'ensemble de ces troubles. Moi, j'y crois beaucoup. Il y a beaucoup d'éléments qu'on peut venir travailler en adaptant l'activité physique et parfois, ça peut être compliqué pour les auditeurs et les auditrices là qui peuvent être touchés par ces pathologies d'aller consulter
un psychologue, un psychiatre, de venir parler de ça. Et faut pas oublier qu'il y a toute une approche corporelle qui peut être très intéressante aussi. Alors en complément évidemment, mais quand on n'est pas prêt à venir parler, parfois c'est intéressant de passer par le corps. Et donc il y a l'activité physique quand on a envie, quand on est prêt, quand on sait où aller. Mais il y a aussi d'autres aspects qui peuvent venir aider. Tout à l'heure, je crois qu'a été évoquée la question de la sophrologie qui peut venir aussi amener pas mal de ressources en passant par le corps, par la respiration, par la relaxation et autres. Il y a la psychomotricité qui aide beaucoup aussi, dont on a travaillé longtemps avec des psychomotriciens qui venaient justement travailler spécifiquement ce lien corps, esprit et de comment je me représente. On a parlé de la dysmorphophobie tout à l'heure qui traverse l'ensemble de ces troubles finalement. Comment par différentes techniques corporelles, je vais arriver à prendre conscience davantage de certaines parties de mon corps. Et donc simplement le message de pas rester seul et de se dire qu'il y a tout un panel possible au-delà de la psychologie qui à mon sens est fondamental, mais voilà, quand on n'est pas prêt, ou en tout cas on peut aussi venir coupler à la psychologie, au travail qui est fait, à l'aspect nutritionnel, on l'a évoqué, mais aussi l'approche corporelle qui peut parfois se dire qu'est-ce que ça vient faire l'activité sportive là-dedans, mais en fait il y a plein de bienfaits, surtout quand on a un rapport au corps qui est entaché de plein de souffrances. Est-ce qu'il y a, pour entrer dans les coulisses un peu plus de votre métier, un événement, une rencontre qui a renforcé votre engagement sur le sujet, un cas par exemple auquel vous êtes particulièrement fier, où vous êtes vraiment senti utile et que vous avez fait la différence dans votre métier? Anne. Alors Anne, je vois que tu veux te lancer. Oui. Comme ça les autres ont le temps de réfléchir, tu vois. Exact. On va prendre 5 minutes sur ce point. Il y a quelque chose qui m'avait bouleversée. Le patient, il a failli me faire pleurer, mais... C'était à la période Covid, donc à l'hôpital, et c'est un patient donc qui était en soins intensifs. On ne savait pas s'il allait s'en sortir, atteinte respiratoire très très aiguë. Donc il s'en est sorti, il est revenu en service médecine. Et donc c'était le jour de sa sortie. Donc moi, petite diététicienne, je viens avec ma petite fiche sur comment enrichir sa nourriture, parce qu'il avait perdu énormément de poids. Donc enrichir l'enrichissement des préparations, c'est pas pour faire manger plus le patient pour qu'il reprenne du poids, mais c'est qu'au niveau calorique, elle soit beaucoup plus importante. Ce que je peux proposer, si j'ai un petit peu de temps, pour les patients anorexiques. Donc lui, j'arrive dans sa chambre et puis je lui dis, je suis heureuse de vous voir partir et je viens vous donner quelques conseils nutritionnels pour que vous repreniez un petit peu de poids. Et donc le service diététique travaille évidemment avec le service cuisine. Et lui, il était très ému de sa sortie aussi. Et là, les sanglots sont montés pour le patient, et parce qu'il nous a remercié, service diététique et service cuisine, parce qu'on lui apportait toujours des plateaux qui étaient jolis, qui étaient appétissants. Et il nous a remercié et c'est dans le service public, de tous les efforts qu'on faisait pour qu'il se requinque. Et ça m'a bouleversée parce qu'il m'a remercié 1000 fois, alors que c'était pas, je faisais juste mon travail en lui apportant ce petit livret sur l'enrichissement des préparations. Est-ce que quelqu'un d'autre a une anecdote marquante? Moi, c'est vrai que la rencontre marquante, ça a été avec Marie Ruffier-Bourdet, qui est l'ergo française qui se porte vraiment garante des troubles alimentaires pédiatriques. Alors, c'est une ergo qui est très active sur les réseaux, qui est également autrice. Et j'ai été formée avec elle. Et puis, j'avais été formée aussi en amont par Catherine Sénez, qui est une orthophoniste sur la Timone. Et quand je suis arrivée, moi, dans le premier service, avec une petite patiente qui, à peine elle me voyait arriver, elle avait des nausées, elle avait des vomissements en jet, même si je traversais juste la pièce avec un petit pot qui était même pas ouvert et même pas pour elle. Elle avait une sonde nasogastrique. Et quand j'ai commencé à dire à mes collègues qui étaient pas très confiantes sur le devenir de cette petite, et puis en plus des enfants qui vomissent comme ça, c'est vrai que c'est
c'est compliqué dans les services parce qu'il faut sans cesse les changer, les baigner, les machins. Et que je suis arrivée en leur disant, écoutez les filles, je vais tenter des trucs, je sais pas du tout ce qui va se passer, mais on va commencer à essayer d'enlever la pompe de nutrition. Parce que c'est antiphysiologique au possible. Donc déjà, pour elle, c'était extrêmement facile. On programme la pompe, on part, on fait autre chose, on va changer un autre enfant. Donc du coup, il n'y avait aucune notion de plaisir et de partage. Cette petite, elle était posée dans son transat, elle attendait que son tuyau lui amène son alimentation. Donc quand j'ai commencé à leur dire ça, j'ai pas été très bien accueillie. Et puis on a réussi à faire un sevrage de sonde. J'ai réussi à commencer avec des toutes petites seringues d'eau, à faire des tout petits jets dans sa bouche. Elle a commencé à prendre de l'eau par la bouche. Puis on est passé à la seringue. Puis on est passé au verre. Donc c'est une petite qui revenait de très loin en termes d'hospitalisation. Donc le jour où elle a bu son premier verre d'eau, ça a été juste fantastique de voir sur son visage le plaisir de voir ce que ça pouvait procurer alors qu'elle avait une bouche complètement desséchée parce qu'elle était plus investie. Et puis c'est une petite qui aujourd'hui a encore des gros troubles alimentaires, mais mange une alimentation de table et sur laquelle on a pu introduire des morceaux et maintenant elle parle. Et c'est trop beau. Moi, quand je redis à mes collègues, mais vous vous souvenez quand même d'où elle part, cette petite, et que maintenant à table elle est capable de nous dire c'est bon. Et je me dis que on sert pas à rien, même si parfois on est sur des trucs un peu bancals, on n'est pas toujours sûr de ce qui va se passer après. Ça vaut le coup de tester. Allez, une autre anecdote peut-être autour de cette table. Qui veut se lancer avant qu'on passe à nos sondages? Oui, moi, Sophie. je ne suis pas spécialisée en troubles alimentaires, mais je traite des personnes qui ont des troubles alimentaires. Et j'avais eu une personne qui, suite à une chirurgie bariatrique, avait perdu en 3 ans 40 ou 50 kilos. Et au bout de 3 ans, la tendance s'est inversée. Elle a recommencé à introduire des aliments, ce qui a fait qu'elle a repris 25 kilos. Et les 3 années où elle avait beaucoup perdu de poids, elle avait énormément gagné en estime d'elle. L'effet inverse s'est produit au bout de 3 ans, c'est-à-dire qu'elle était dans un état où son estime d'elle était au plus bas. Et donc, en l'accompagnant, elle a petit à petit réussi à se libérer de ce qui faisait que finalement, elle recommençait à s'alimenter de manière régulière et à prendre du poids. Et elle a réussi à reprendre confiance en elle et à inverser cette tendance par elle-même, en se rendant compte que finalement, la chirurgie bariatrique, c'est quelque chose, c'est une aide, mais que le travail sur elle était le travail le plus important. Et donc, c'est vrai que c'est un souvenir qui est poignant. Très, très marquant, effectivement. Allez, encore une autre anecdote ou pas, Cécilia? Tu as rien en tête? Non, comme ça. Ok. Il n'y a rien qui me vient. Sophie? Alors moi, j'en ai pas une en particulier. Je pense à plein de patients qu'on a pu accompagner. Donc c'est difficile de focaliser général, sur l'un, finalement. Mais oui, alors peut-être... moi, je les trouve très courageux, ces patients, à venir nous faire confiance et arriver à poser leurs difficultés qui sont parfois très intimes, très profondes, puis découvrent des choses forcément dans le cadre de l'accompagnement. Ce qui va peut-être être intéressant, c'est marquant entre guillemets, c'est leur capacité de résilience sur le long terme. Quand nous on a d'anciens patients qui viennent nous voir, qu'on a accompagnés pendant 1 an et demi, et puis ils reviennent nous voir, ils sont majeurs, parfois papa ou maman, et ils ont cette maturité, capacité à se dire que ils savent bien qu'ils ont cette fragilité qui va rester en eux longtemps, que quand ils traverseront des moments difficiles de vie, que ce soit un décès ou autre, ils risquent de flancher. Et pour certains, ils vont flancher entre le moment où on les a quittés et le moment où on les a retrouvés, mais ils ont toujours cette capacité de se dire on s'appuie sur les ressources qu'on a pu acquérir dans le cadre de l'accompagnement, dans le cadre de leur vie aussi, au-delà de nous, et de voir qu'ils sont quand même en capacité de se reprendre en main et de ne pas lâcher, même dans les moments les plus difficiles, parce que je pense que ça peut concerner des auditeurs là, de avoir passé des moments plus positifs, puis tout à coup d'avoir à nouveau des périodes de doute, et en fait dans ces pathologies-là, c'est tout le temps ce qui se produit. Et que faut essayer de pas lâcher même dans les moments les plus complexes, parce que après on en ressort à un moment donné. Voilà, c'est cyclique. Vous avez été aussi nombreux cette fois-ci à participer à nos sondages sur le sujet, donc il vient maintenant l'heure de notre première question, qui était de savoir si vous pensez que les troubles alimentaires sont suffisamment pris en compte dans notre société. Vous avez été 54% à dire que oui, on en parle de plus en plus et les prises en charge s'améliorent, et 46% à dire que non, il y a encore trop de tabous et un manque de sensibilisation. Vous qui êtes professionnel, qu'est-ce que vous pensez de ces chiffres? Est-ce que c'est ce qu'on retrouve sur le terrain, Perrine?
Alors, moi, c'est toujours pareil. J'ai parlé que de la partie pédiatrie. Moi, j'ai la chance de travailler avec des réseaux de dépistage précoce. Et mine de rien, Ça te choque ces chiffres ? Une personne sur 2, en gros, qui dit oui. Il a l'impression qu'on en parle assez. Alors, on n'en parle pas assez, on n'en Ouais. parlera jamais assez, mais je trouve qu'il y a quand même une vraie démarche là, alors, des pouvoirs publics peut-être pas, mais moi je travaille avec des réseaux qui quand même m'orientent spécifiquement des patients pour des problèmes des problématiques alimentaires, même chez des tout petits. Donc je me dis que c'est un petit début qui est quand même plutôt positif. J'ose espérer qu'à un moment ça fasse tache d'huile et puis que ça prenne d'autres proportions. Et j'espère qu'à un moment on n'aura plus besoin d'en parler parce que ça sera suffisamment bien pris en charge qu'on n'en parlera pas plus que la prise en charge de la grippe. Oui, que ce soit normal. Voilà. Ça vous choque, vous, ces chiffres ou pas? Non, une personne sur 2? Non, Anne? Oui, moi je suis un peu déçue parce que maintenant dans les hôpitaux, il y a quand même toujours un centre en lien avec l'obésité, C'est déjà avec les gens des consultations. Les gens qui viennent consulter. Là, c'est, on va non, dire un que... centre Oui, ce que je veux dans, dire, c'est que dans les chiffres, l'hôpital. là, les chiffres reflètent plutôt de n'importe qui, en fait. Voilà. Aujourd'hui, la moitié des gens pensent qu'on en parle, une autre moitié non. Forcément, quand on va déjà consulter, on est déjà forcément bien renseigné sur le sujet. Oui, mais pour dire quand même que les hôpitaux Oui, il y a tout le monde qui publics, va. mais quand même ils donc communiquent des beaucoup services spécialisés pour ces Et donc, c'est troubles-là. visible, forcément. Ouais. Oui, C'est pas je des pense services que la cachés. personne qui veut l'information, elle trouvera l'information. Oui, puis c'est pareil, c'est les gens qui ont répondu à ce sondage, quelles connaissances ils ont de base sur ces problématiques. C'est Peut-être ça, qu'ils ont c'est- l'impression qu'on en parle assez, parce qu'ils ont peut-être un niveau de connaissance qui est très, Ils ont entendu parler de troubles alimentaires. tout voilà, simplement. très édulcoré sur la réalité de ce qui se passe. Donc, c'est peut-être un biais supplémentaire, ouais. Alors, on a un deuxième sondage où on a posé la question: avez-vous déjà ressenti une pression sociétale ou personnelle sur votre poids ou sur votre alimentation? 38% des gens répondent oui régulièrement, 42% oui, mais de manière occasionnelle. Ça fait quand même beaucoup tout ça. Et une vingtaine de pourcents non jamais. Ça vous choque? En gros, on va dire que 7 personnes sur 10 ont déjà eu une pression sociétale liée à ce poids. Je pense plus, moi, non? Enfin, moi, je trouve que c'est Non, vous trouvez minoré. que c'est pas... Moi, je pense que c'est plus que ça. Bah oui, qu'elle soit indirecte ou Oui, directe, mais cette oui. pression, je Que ce crois quoi. soit la Si on est dans un mort. poids normal, peut-être qu'on n'a jamais eu de remarques mais- ou quoi que ce soit. Moi, je crois Moi, pas. je Moi, je suis crois pas. surprise des 20%. Ah ouais, que ouais, j'ai moi C'est aussi, ce que eu j'allais de- vous dire, c'est plutôt les 20% qui me... Ceux qui n'ont surprennent. jamais senti la moindre pression. Vous Avec le savez, chiffre élevé. quand dans certaines marques de vêtements, on ne peut pas rentrer dans un 38 parce qu'il est taillé comme un 34, ça a forcément une incidence indirecte. Ouais, mais ça se Mais de là, fait ça fabriquer touche en Chine. 100% des gens, peut-être pas 100% Oui, des gens. mais il y a aussi les normes maintenant qui ont changé et qui amènent à complexer des femmes qui n'auraient pas besoin de complexer parce que d'habitude elles mettent du 38 et là d'un coup on leur colle un 42 sur le dos Ah oui, et du coup psychologiquement, elles se ouais. disent mais attendez, enfin il y a quelque chose Juste qui parce va que ça a pas. été taillé différemment. Ouais, Ouais. Et là, du coup, elles peuvent se dire: oh là là, je suis trop grosse, il va falloir que je maigrisse. Et que je rentre dans Exactement. un cercle vicieux. Ouais, effectivement. Donc, ouais, ça vous choque quand même ce chiffre-là. Eh bien, voilà. Et oui, il nous reste maintenant 2 minutes. L'occasion pour nous de vous donner notre ressenti et de vous dévoiler les coulisses de cette émission. Pourquoi, Luc, avoir choisi ce sujet? Comment est venue l'idée? Eh bien, l'alimentation, c'est un sujet qui nous concerne clairement tous, même si on veut aller plus loin que les simples conseils nutritionnels qu'on entend partout. Les troubles alimentaires, on l'a bien vu pendant cette émission, sont une réalité qui touche des millions de personnes et pourtant, ils restent mal compris, parfois tabous. Et oui, et en préparant cette émission, on s'est rendu compte que c'est derrière ces troubles-là qu'il y a une souffrance qui peut être silencieuse, un véritable combat au quotidien. Alors on voulait mettre en lumière les témoignages, les professionnels aussi de santé, les proches, et rappeler que ce ne sont pas juste des questions de volonté ou de régime, mais que dans certains cas, c'est bien des maladies qui sont parfois complexes. Comme d'habitude, il était important pour nous de vous informer, vous sensibiliser, mais aussi vous donner des pistes et des conseils pour aider ceux qui souffrent ou simplement mieux comprendre ces troubles. Alors si ce soir, on a réussi à démystifier ce sujet, à vous apporter des réponses et peut-être même à vous aider, à aider certains d'entre vous à oser, je sais pas, en parler, dans ce cas-là, notre émission est réussie. C'était Faut qu'on en parle la suite. On espère que cette émission vous a plu et on se retrouve très très vite pour une prochaine enquête. Merci à vous de nous suivre toujours aussi nombreux et de nous écouter. Alors on se dit à bientôt. Bye bye bye.